Voilà. Et je pense que je dois continuer sur l'acceptabilité sociale. Et voilà, sur ce volet, j'avais déjà commencé à lui parler, hein, parce que si on a création des langues, vous avez déjà quelqu'un qui est contre, et c'est moi, et je peux mobiliser d'autres personnes à me joindre pour qu'on soit contre. D'accord, donc l'acceptabilité sociale. Ici, ce on a commis comme erreur de par le passé, c'est de croire que l'outil du maître peut être utilisé pour démanteler la maison du maître. Mais l'approche qu'on a utilisée jusque-là, c'est arriver à faire en fait que enfin, on s'est créé une sorte de perception ou une sorte de positionnement confortable qui est de dire que non, c'est vrai, c'est le français, mais c'est le français du Burkina, c'est le français de la Côte d'Ivoire, c'est le français, voilà. On essaie donc de s'approprier superficiellement, mais sans vraiment le faire dans le fond. Et donc, si on doit vraiment faire en fait une promotion de nos langues, là, il y a des choses qu'on doit assumer et reconnaître qu'il y a des conséquences sociales et préparer en tout cas une façon de médiation de tout ce qu'on pourrait avoir comme dégâts ou en tout cas comme résistance sociale. C'est-à-dire pour chaque forme de résistance, on réfléchit à l'avance sur qu'est-ce qu'on apporte comme solution. Par exemple, il faut dire que voilà, les langues européennes, ce sont des langues qui ont été présentées comme des outils économiques, comme des outils administratifs, comme des outils. Donc, on ne peut pas, par exemple, vouloir positionner nos langues uniquement sur un volet purement social et non vraiment l'attribuer le poids, par exemple, et les pouvoirs économiques qu'on donne aux Français. Donc, pour pouvoir vraiment avoir l'assentiment social pour les langues qui seront choisies, il y a un travail de changement de paradigme qu'il nous faut. Et le changement de paradigme, ce n'est pas uniquement au niveau communautaire, c'est aussi à nous, notre niveau. Par exemple, un exemple est qu'au Burkina Faso, sous Thomas Sankara, il y a eu cette initiative qui a été vraiment la mise en avant des langues africaines et il avait pensé à une refondation même de l'école. Et il y a eu beaucoup de résistance dans la communauté intellectuelle où les gens, par exemple, avaient commencé à se dire non, on risque de s'isoler dans la région, on va avoir des diplômes qui n'ont pas d'équivalent dans les autres pays, les Français ne reconnaîtront pas nos diplômes, les Américains ne reconnaîtront pas. Mais quand tu dois faire ta chambre ou préparer ta chambre sur base des perceptions des autres, là, tu risques en tout cas de te retrouver avec un lit qui dépasse l'épaisseur de ta chambre. C'est-à-dire quelqu'un qui veut voilà, acheter un lit et qui raisonne sur oh non, on dira pas, on dira que voilà, un intellectuel de son rang ne doit pas avoir un tel lit, son lit doit être un lit de 100 mètres de hauteur, combien d'épaisseur. Donc si je dois raisonner sur ce que les gens souhaiteraient que mon lit soit là, je peux aller au marché acheter un lit qui ne peut jamais rentrer dans ma chambre. Donc il faut qu'on ait cette réalité que le monde n'est pas là pour nous plaire. Mais le monde est là pour nous respecter. On peut ne pas plaire à tout le monde, mais on peut imposer le respect à tout le monde. Et cela demande vraiment un changement de paradigme. Si on a conviction que le EV peut servir mieux les projets de développement de nos pays, eh bien, qu'on transmet cette conviction aux autres et que effectivement, on puisse en tout cas avoir un plan de conviction. Donc, il faut, dans ce cas, une redistribution du pouvoir. Parce que, comme je l'ai dit, les différentes approches constitutionnelles actuelles est qu'on fait tout pour toujours conserver le pouvoir dans la langue française ou dans la langue anglaise. Quand je prends par exemple la constitution du Burkina, du Mali et du Niger, on a tout fait pour conserver le pouvoir entre le français et l'anglais. Par exemple, quand on me dit, voilà, vos langues sont des langues officielles, mais le français et l'anglais sont des langues de travail, on est en train de flatter qui? C'est-à-dire qu'on donne l'impression qu'on a fait un progrès, mais socio-linguistiquement, il n'y a aucun progrès. Ça veut dire qu'on a fait un pas en avant, 4 pas en arrière. Donc, on est en train de vraiment naviguer toujours dans la même idéologie dominante des langues. Il faut donner un pouvoir économique aux langues nationales et ça permettra en tout cas aux gens de voir un intérêt à aller apprendre la langue nationale. Si par exemple, j'entends que mon enfant apprend du EV et que cet EV n'est jamais utilisé ailleurs que pour des objectifs purement éducatifs, eh bien, je préfère en tout cas une école où il va commencer avec le français, être sûr qu'il va avoir des diplômes avec des mentions en français et donc pouvoir avoir un travail au Burkina ou ailleurs. Donc, il faut vraiment changer un paradigme au niveau politique et également, ça va changer un paradigme au niveau social. Ce qu'il faudrait aujourd'hui ajouter aussi est que la réalité de la suprématie, comme je l'ai dit, c'est une réalité que nous avons inconsciemment acceptée. C'est-à-dire que nous avons inconsciemment accepté la supériorité du français et de l'anglais sur nos langues nationales. Et comme je l'ai dit, c'est un élément de phénoménologie. On a subi l'expérience durant la colonisation. Cette expérience nous a suivi. Vous allez vous rendre compte que dans les années 1937, les Français avaient commencé à positionner les langues africaines dans les structurations politiques. Mais ce qu'ils avaient fait, c'était une approche de ruralisation de l'école. Et la ruralisation de l'école, c'était quoi? On fait en sorte que le français soit maintenu dans les écoles en ville
Maintenant, dans les écoles du village, on fait en sorte que ce soit les langues nationales qui sont utilisées. Le problème de justice était que ceux qui fréquentent ces écoles du village, ils ont pour carrière l'agriculture, l'élevage et tout. Maintenant, ceux qui partent à l'école coloniale en français, c'est eux qui ont préparé pour l'administration et tout. Donc, le villageois a vu une sorte d'injustice qui est qu'on veut maintenir lui et son enfant au village, mais on veut donner maintenant la chance aux élus donc, de l'administration coloniale pour qu'ils puissent pouvoir voyager, aller à l'étranger. Donc, ils ont dit non, on ne veut pas de ruralisation. Les Houphouët-Boigny, Senghor et tout, ils ont combattu dans les années 37 là, pour vraiment qu'on ait une école uniformisée. C'est-à-dire ce que le petit français apprend en France, que ce soit la même chose que le petit africain apprend. Enfin, c'est une idéologie de son temps. Nous avons compris aujourd'hui qu'on a besoin, en tout cas, d'une sorte de positionnement de nos langues et il faut maintenant répartir. Et cette conscience d'uniformisation et de création d'opportunités pour tout le monde là, cette conscience est restée sur tout le monde. Donc, si on change les langues au niveau de l'école et qu'on ne voit pas ce changement au niveau du recrutement, on ne voit pas ce changement au niveau voilà, de la formation ou de l'emploi, eh bien, ça ne va jamais intéresser quelqu'un. Donc, il faut vraiment arriver à lire l'histoire et à faire des réformes informées des réalités historiques. L'autre problème est qu'on fait en sorte que la question de promotion des langues soit uniquement une question du ministère de l'Éducation. C'est une grave erreur et comme je l'ai dit, c'est toujours cette perception que la langue est un outil social. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore compris que la langue est à la fois un outil social, politique, économique et géopolitique. Donc, tant qu'on n'a pas vraiment accepté ces différents facteurs dans notre approche de nos langues-là, on ne va jamais avancer. Parce qu'actuellement, on prend toujours nos langues-là sous uniquement le volet social et vraiment, ça ne va jamais nous faire avancer. Donc, il faut vraiment reconsidérer la langue comme une affaire du ministère de l'Éducation, ministère de l'Emploi, ministère de l'Environnement. Et chaque ministère doit investir pour le développement de ces langues-là. Et ça pourra en tout cas faciliter en fait l'avancée de nos langues. Alors, pour ce qui est de l'exigence préalable pour l'acceptation, c'est d'abord, il faut reconnaître la nécessité qu'on doit changer d'idéologie. Voilà, c'est-à-dire qu'on doit carrément déconstruire l'idéologie dominante des langues qui voudrait qu'on mette toujours des barrières ou on crée des espaces spécifiques pour les langues. Par exemple, moi, je pense que le français dans nos États, par exemple, n'est pas une langue étrangère. Quand vous considérez quelqu'un d'étranger et c'est lui qui occupe tous vos espaces, eh bien, je ne comprends pas pourquoi il est étranger. On dit qu'il est étranger, mais c'est lui qui occupe tous nos espaces administratifs, tous nos espaces politiques. C'est lui qui gère notre économie. Mais qui est fou pour, par exemple, prendre un étranger dans sa famille et lui donner la clé de gestion de sa famille? Donc, si le français est utilisé dans la gestion de tous nos domaines de développement, à mon avis, il ne doit plus être traité aujourd'hui comme une langue étrangère. C'est une langue qui fait partie de notre répertoire linguistique et on doit maintenant travailler à ce qu'il ait le même pouvoir que le Ewe, que l'Ashanti, que le Hausa, que le Dagara ou que le Moré. Donc, il y a une conception qu'on doit faire en sorte en tout cas qu'il y ait une distribution du pouvoir linguistique. Et quand je dis pouvoir linguistique, je ne parle pas purement linguistique, je parle de sociolinguistique. Alors, et il faut une replanification et la replanification, c'est comme Madame Dalia lui disait. Donc, ça peut être qu'on décentralise non seulement la politique, puisque dans nos pays, il y a des approches de décentralisation et de déconcentration. Je sais que c'est la même chose au Cameroun. Et la décentralisation est politique, déconcentration administrative. Et on peut planifier les langues suivant le schéma de décentralisation et de déconcentration. C'est-à-dire qu'au niveau commune, on peut par exemple faire en sorte que les recrutements au niveau commune soient faits sur base de l'éducation qui est faite au niveau commune et les langues qui sont utilisées au niveau commune. C'est une planification qu'on peut faire. Au niveau régional, on peut avoir donc un plan et au niveau national, on peut avoir un plan et les langues qui sont utilisées au niveau national, régional et communal, ça fait partie des langues, par exemple, d'éducation, des langues d'administration. Il y a vraiment un travail de conceptualisation possible et il y a des recherches qui ont été faites dans ce sens-là. Et comme je disais, Bodomo a fait une grande réflexion qui est reprise donc par l'UNESCO dans ses recommandations. Et je dirais aussi pour le modèle linguistique, comme je l'ai dit, c'est de carrément arrêter ce copier-coller entre pays africains. Par exemple, actuellement, le Burkina, le Mali et le Niger, on a copié la formulation qui est qu'on dit la langue de travail, c'est le français ou c'est l'anglais, et les langues officielles, c'est les langues nationales. Je dis non. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à redéfinir une identité multilingue et multiculturelle. Ça veut dire que le français et les langues qu'on aurait choisies deviennent des langues officielles et des langues de travail.
Donc, on ne fait plus de ségrégation où voilà, celui qu'on est en train de combattre s'en sort avec la grosse part, enfin, la jambe donc, du lion, et puis celui qui voilà, sort toujours avec les intestins. Bon, il faut carrément vraiment avoir une approche inclusive des langues et ça nous permet de définir vraiment un profil de multilingue qui pourrait vraiment nous bénéficier. Et je le dis parce que si un président africain annoncé à l'ONU dit que son intervention se fera en Swahili, ou bien il dit que son intervention se fera en Moré ou en Dagara, eh bien, l'ONU est tenue de trouver des interprètes qui vont faire l'interprétation de l'anglais vers le Swahili. Eh bien, ça crée de l'emploi pour l'interprète qui sera recruté, ça crée de l'intérêt pour ceux qui comprennent le Swahili et le français, d'aller apprendre à traduire, ça crée de l'intérêt, et c'est comme ça en réalité qu'on peut voilà, facilement promouvoir nos langues, créer un intérêt économique. S'il n'y a pas d'intérêt économique et que parler c'est juste pour se sentir heureux d'être enfin, Dagara ou Mwaga, eh bien, ce sentiment de patriotisme linguistique là, ça n'a pas vraiment un grand impact sur voilà, la promotion de nos langues. Mais si par exemple il y a des intérêts économiques, je sais que si je sais parler le français ou je peux traduire à l'écrit le Dagara, Moré, français, anglais, je sais qu'il y aura des recrutements qui peuvent, eh bien, je serai volontiers à aller apprendre, même s'il faut payer moi-même pour apprendre à lire et à écrire dans ces langues-là. Alors, donc, je vais peut-être terminer avec cette citation de Cheikh Anta Diop, qui est en fait un appel à ce qu'on considère en tout cas que malgré tout ce qu'on a présenté comme cool, c'est beaucoup moins coûteux pour nous d'aller sur bas de nos langues que d'aller vraiment au développement artificiel voilà, de langues qui sont minoritairement parlées. Alors, quand on prend le français, ce n'est pas tous les intellectuels, enfin, soi-disant intellectuels ou bien lettrés qui peuvent lire un texte de droit et comprendre. Donc, ça veut dire qu'on fait en sorte qu'une minorité voilà, soit peut-être le détenteur du pouvoir dans des systèmes qu'on considère démocratiques. Ça veut dire qu'on est un système démocratique, mais le pouvoir d'État est géré par une minorité. C'est-à-dire qu'on exclut une grande majorité uniquement sur base d'éléments linguistiques. Voilà, donc je dirais tout simplement que la société est ouverte aux langues. La réalité est que quand on prend nos langues là, il y a des mots empruntés des autres langues africaines, des mots empruntés du français et de l'anglais. Donc on n'est pas contre les autres langues, mais transiter vers une langue nationale qu'on a institutionnalisée, ça demande qu'on crée les mêmes avantages économiques qu'on donne au français et à l'anglais, qu'on donne ces mêmes avantages aux langues africaines, et c'est l'Africain qui sera intéressé à les apprendre. Si moi je passe sur Metchoup, j'apprends à écrire en Yoruba, et jamais on me demande un service de traduction, d'interprétation en Yoruba, eh bien, cette langue-là, je l'aurais appris pour le plaisir. Mais c'est que si j'apprends l'anglais, c'est sûr que quelque part, dans un recrutement, on dira savoir parler ou lire et écrire en anglais est un atout. Donc, pour cet atout-là, je préfère investir pour l'anglais que le Yoruba. Donc, vraiment un peu de contenu qu'on pourra développer dans les échanges. Merci bien.